Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de 20h sur la télévision togolaise. En voici les titres. Rapport d'activité de l'année écoulée. Les questions de bonne gouvernance politique, sécuritaire, économique et surtout les recommandations à valider. C'est ce qu'il faudra retenir de la 12e réunion ordinaire du comité des experts du Conseil de l'Entente à Lomé. De leur côté, les experts de l'ONU Habitat poursuivent leur mission dans notre capitale. Cet après-midi, ils ont recueilli les besoins prioritaires de la ville de Lomé en matière d'urbanisation. À découvrir tout de suite dans ce journal. Également à découvrir dans cette édition, ces plans à haute valeur économique que le gouvernement met à la disposition des producteurs pour non seulement booster leurs activités, mais surtout renforcer le couvert végétal et venir à bout des effets du changement climatique. Voilà pour les titres une fois encore. Bonsoir. Au palais de la présidence de la République, ce matin, le chef de l'État Faure Essozimna Gnazingbe a reçu en audience André Bouffiou. Il est le directeur général de la société Siemens. Au menu de leurs échanges, le développement du secteur de la technologie, de l'industrie et de l'énergie et des transports et surtout l'apport de la société Siemens dans ce processus. Nous écoutons M. Bouffiou au sortir de l'audience au micro de Ramdan Bassina. La société Siemens qui est fournisseur de technologie en grande partie pour les secteurs industrie, énergie et de transport. Et donc nous avons discuté avec son Excellence le Président les défis majeurs du Togo et comment, en tant que société technologique, nous pourrions aider à contribuer à trouver des solutions pour ces défis. Nous avons fortement apprécié la vision du chef de l'État sur la vision togolaise sur le futur. Et je crois que Siemens, avec ses solutions technologiques, s'inscrit bien dans la résolution de ces problèmes, en particulier énergétiques, problèmes de l'eau, problèmes de la santé. Et nous voulons donc aujourd'hui, nous sommes venus nous présenter comme partenaire stratégique du Togo, pas pour juste demain, mais aussi pour après-demain et pour les jours après, dans un partenariat à court, moyen et à long terme. Et nous nous proposons aujourd'hui comme partenaire stratégique au Togo, et nous avons fortement apprécié la vision du président sur le développement futur du Togo. Et puis, sachez également que l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair était en visite au Togo hier aux côtés du président de la République, Faure Essozimna Gnazingbe. Tony Blair a visité le port autonome de Lomé ce mercredi et il s'agissait pour lui de s'enquérir des potentialités dont regorge le port autonome de Lomé, de s'imprégner des opportunités d'investissement pour aider notre pays dans son processus de développement. Sachez également que l'ancien Premier ministre britannique dirige une institution dénommée Tony Blair Institute qui œuvre dans la recherche de solutions pour lutter contre la pauvreté. Nous reviendrons tout à l'heure en détail sur cette visite au port autonome de Lomé de Tony Blair et du président de la République dans le courant de cette édition. Et puis, sachez également que sur invitation de son Excellence, M. Faure Essozimna Gnazingbe, président de la République togolaise, son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, président de la République du Gabon, effectue une visite d'amitié et de travail dans notre pays demain jeudi 13 juillet 2017. En vue de saluer son Excellence M. le Président de la République du Gabon à son arrivée, le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales invite les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, les députés présents à Lomé, les membres du corps diplomatique à se rendre à l'aéroport international général Gnazingbe et Yadema de Lomé. La mise en place sera terminée demain, jeudi 13 juillet 2017 à 10h30. La suite de cette édition à présent, je vous le disais en titre, pour lutter contre les effets du changement climatique, le gouvernement togolais ne tarit pas d'innovation. Sa dernière trouvaille, ce sont des plans à haute valeur économique qui devront permettre aux producteurs
de non seulement venir en aide à la planète, mais aussi de diversifier leurs sources de revenus. Des plans qui ont été remis à la direction régionale de l'agriculture de Kara. Sur place, la correspondance de Nestor Mozo. Le néré, le karité et l'anacardier. 3 variétés de plants qui font partie des espèces à haute valeur économique et qui ont été identifiées par le ministère de l'Agriculture pour des fins de reboisement en vue de participer à la lutte contre le réchauffement climatique et en même temps donner l'opportunité aux producteurs agricoles de trouver d'autres sources de revenus au-delà des filières classiques. À Kara, le ministre de l'Agriculture a procédé à la remise de 5000 plants d'anacardier et 500 plants de néré à la direction régionale qui va les distribuer aux producteurs. Il se développe à l'intérieur du pays des unités de transformation. On en a dans la région centrale et d'autres qui sont en construction dans la région des savanes. Donc pour permettre aux producteurs d'avoir d'autres sources de revenus, ces plants vont être distribués au travers des directions régionales de notre département à toutes les organisations paysannes qui ont une maîtrise du foncier. Ça va de 25 hectares à 50 hectares. Et donc ces plants vont être mis en terre et le suivi se fera par les équipes techniques en région de façon à ce que d'ici 5 à 10 ans, qu'on puisse avoir les récoltes qui vont nourrir les usines qui sont déjà installées sur le territoire national. Ce sont les pépiniéristes privés qui ont produit ces plants. Ceux de Kara ont perçu leur dû des mains du ministre de l'Agriculture. Le nombre de plants acquis pour l'ensemble du pays est de 174 000 pour un montant de 68 millions de francs CFA. Et on l'a compris, avant de remettre ces plans acquis de droit, ils ont été préalablement acquis auprès des pépiniéristes locaux, comme vous venez de le voir, du côté de Kara. Et c'était également le cas du côté d'Amakpapé dans le Hao. Yves, avec Bébivi. Ce sont des plants à haute valeur économique, des plants d'anacardier, de palmier à huile, de karité, de néré, de baobab et de tamarin. Plus de 100 plants achetés aux pépiniéristes, comme ici à Amakpapé dans le Hao, des achats effectués dans l'optique de renforcer la résilience des populations vulnérables au changement climatique. Ces plants serviront à reboiser 506 hectares à l'intérieur du pays. J'ai aussi signé un contrat avec le ministère de l'Environnement et j'ai produit un peu les plants d'Apaon, j'ai produit à Kara, j'ai produit à Kara 52 000 plants, d'Apaon 29 000 plants et à Sotubois 27 000 plants. Ici à Amakpapé, j'ai produit 69 000 plants que vous êtes en train de voir. Et je produis beaucoup, les gens aussi viennent beaucoup prendre. Nous avons pu mobiliser plus de 174 000 plants pour permettre aux populations de développer ces différentes filières afin d'augmenter, de renforcer leur résilience face au changement climatique. À l'horizon 2050, le Togo vise une couverture végétale à 30% du territoire national. D'où la nécessité de ce projet qui, selon les responsables de l'agriculture, de l'élevage et de l'hydraulique, découle du programme d'urgence de développement communautaire PUDC, un programme initié par le chef de l'État en partenariat avec le Fonds de développement agricole FIDA et le programme des Nations Unies pour le développement. Et pour aussi bien préserver l'environnement que la santé humaine, il est important, voire primordial, de gérer au mieux les déchets chimiques et organiques. Mais comment le faire? C'est l'objet de la formation qui réunit depuis hier des spécialistes en la matière à Lomé. Des précisions avec Diane Melenkib et Luc Assi. La production et l'utilisation de produits chimiques et biologiques sont des activités économiques fondamentales pour le développement. Cependant, l'exposition à ces produits et leurs déchets présente des risques potentiels et des effets négatifs pour la santé et l'environnement. Entre autres risques et dangers, l'intoxication, le cancer, les gaz à effet de serre et la pollution du sol. La connaissance de ces dangers et la maîtrise des bonnes pratiques de leur gestion sont des outils qui permettront de les gérer en toute sécurité. Et c'est à cet exercice que ces acteurs ici présents se soumettent. Il s'agit de nous organiser et de voir ensemble les secteurs qui utilisent ou qui génèrent les déchets chimiques dangereux, les déchets biologiques dangereux,
et de mettre en place un plan d'action de sensibilisation dans ce secteur. Il s'agit notamment des industriels, il s'agit des agriculteurs qui utilisent des produits chimiques dangereux, il s'agit des hôpitaux qui génèrent des déchets biologiques dangereux. Il est bien de gérer un déchet, mais si vous-même, vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants, vous risquez vous-même de vous infecter ou de générer d'autres déchets qui sont plus dangereux que les déchets initiaux. Donc il y a des normes qui ont été établies sur le plan international et nous on fera l'effort d'internaliser ces normes-là, de partager toutes ces normes avec les parties prenantes et de voir celles qui sont adaptables au niveau national. À l'issue de cette formation, les participants vont contribuer à l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre les déchets chimiques et biologiques, ce qui permettra au Togo, qui génère chaque jour une quantité croissante de ces déchets, de les gérer sans risque. L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des petites et moyennes entreprises ANPGF éclaire les opérateurs économiques sur la passation des marchés publics. Il est question de les informer, entre autres, sur les nouvelles réglementations liées au risque d'utilisation de fausses pièces lors des appels d'offres. Les précisions avec Rich Digbé et Honoré Modjo. Le cadre législatif et institutionnel de passation et d'exécution des marchés publics a connu des modifications depuis l'intégration par le Togo des directives 4 et 5 de l'UMOA relatives à la transparence et à l'élimination des tracasseries administratives. Cette nouvelle réglementation échappe à certains opérateurs économiques qui continuent de faire de fausses déclarations et d'utiliser de faux documents. L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des petites et moyennes entreprises s'engage à corriger cette situation. Expliquer aux opérateurs économiques de notre pays les réglementations qui entourent ces procédures de passation des marchés publics. Attirer leur attention sur les sanctions qui sont prévues, parce qu'il faut le rappeler, il y a des opérateurs économiques qui continuent de faire preuve de légèreté en utilisant dans leur dossier de passation de faux documents, notamment de fausses garanties d'exécution, de fausses attestations de bonne fin d'exécution, de fausses preuves d'existence de matériel exigé pour la réalisation des marchés. L'autre objectif également, c'est de montrer aux opérateurs économiques, notamment les PME, PMI, l'effort qu'a fait le législateur pour promouvoir leur accès au marché public. Cette session de formation entend donner des astuces aux opérateurs économiques pour qu'ils puissent mieux assumer leurs responsabilités dans l'exécution des marchés publics. Il serait important que les opérateurs économiques, en l'occurrence les PME, connaissent ce dispositif institutionnel et juridique, mais aussi qu'ils comprennent quel est leur rôle. Leur rôle, parce qu'après tout, c'est eux qui gagnent les marchés, c'est eux qui doivent exécuter les contrats. Et donc, il est important qu'ils connaissent leurs responsabilités dans l'exécution des contrats, qu'ils connaissent en fait les dispositifs, je veux dire en termes d'astuces, qui sont prévus par les tests pour leur permettre d'accéder, par exemple, à des financements. Afin de permettre aux opérateurs économiques de s'approprier l'essentiel de la nouvelle réglementation sur les marchés publics, il est prévu 3 jours de training day au cours desquels le formateur répondra à toutes les préoccupations des entrepreneurs. Côté d'Atakwame, ce sont toujours les opérateurs économiques qui étaient face aux responsables de la Chambre de commerce, mais pour échanger cette fois sur un autre thème tout aussi important, le Forum AGOA 2017. Une rencontre de haut niveau que notre pays s'apprête à accueillir et qui devra permettre aux hommes d'affaires du pays de valoriser leur potentiel commercial. Sylvain Abdou. Les opérateurs économiques de la région des plateaux au contact de nouvelles opportunités d'affaires et de débouchés. Des opportunités qui s'illustrent à travers cette rencontre d'échange et d'information initiée par la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, une rencontre tenue ici à Tapamé, la ville des 7 collines. Cette institution consulaire a voulu, par ces échanges, partager et fournir aux opérateurs économiques des informations sur le Forum AGOA 2017, un rendez-vous international d'affaires que le Togo s'apprête à accueillir du 8 au 10 août prochain afin de mieux valoriser le potentiel commercial togolais. Nous sommes là pour dire aux opérateurs économiques de Logou que l'AGOA est une force pour permettre de faire évoluer nos affaires et leur dire quelles sont les conditions pour être éligible
en vue de vendre l'ensemble de leurs produits en direction des États-Unis. Ce forum répond à une ambition, celle d'encourager la promotion de la production agricole et sa transformation locale et surtout faire comprendre aux opérateurs économiques tous les avantages à en tirer en matière d'amélioration du climat des affaires. L'avantage, c'est d'avoir une filière de commercialisation. S'il y a des paysans qui ne savent où vendre leurs produits, aujourd'hui l'AGOA, c'est une porte de sortie pour eux. C'est toute une panoplie de produits qu'on peut vendre en direction des États-Unis dans le sens de l'AGOA. Le Forum AGOA est un programme des États-Unis d'Amérique qui offre des opportunités d'affaires et des échanges commerciaux. Ce programme permet aux pays africains d'exporter leur production locale dans l'optique de mettre à profit leur potentialité productive et booster davantage leur économie. Direction Kara à présent, où le groupe de réflexion et d'action Femmes, Démocratie et Développement forme les officiers d'état civil et les parajuristes sur le code des personnes et de la famille et le code pénal. Le GF2D, avec ses différentes séries de renforcement de capacités, entend ainsi vulgariser ces deux instruments qui protègent davantage la femme. Nestor Mozo. Le Code des personnes et de la famille a subi des révisions en 2012 et 2014. Le Code pénal aussi a connu des modifications en 2015. Ces réformes s'inscrivent dans la dynamique de réduction des discriminations basées sur le genre en conformité avec les conventions internationales ratifiées par le Togo. En tant qu'organisation de la société civile, le groupe de réflexion et d'action Femmes, Démocratie et Développement s'est dit qu'il est important de porter les nouvelles dispositions contenues dans les deux instruments à la connaissance de la population. Le GF2D a choisi le canal des officiers d'état civil, des parajuristes et d'autres acteurs communautaires pour le faire. À cette rencontre, les outils nécessaires leur sont donnés afin de leur permettre de participer à la dissémination. Dans le Code des personnes et de la famille, les modifications majeures qui ont été faites concernent essentiellement la direction du ménage. Avant, dans le Code de 1980, il y avait le mari qui était le chef de ménage et qui prenait la plupart des décisions et qui contribuait essentiellement à la prise en charge des charges du ménage. Maintenant, à partir de 2014, le législateur a voulu que ce soit l'homme et la femme qui contribuent à proportion de leurs ressources aux charges du ménage. En ce qui concerne par exemple le choix de la résidence commune, ce choix-là est fait de commun accord entre les deux époux. Dans le nouvel article, il est bien précisé que le lévira, le sororat sont interdits par la loi et sont punis également. Dans le code pénal, il y a eu des nouvelles dispositions qui protègent la femme contre les violences physiques, les violences sexuelles et également les violences économiques. Dans le code pénal, le législateur a spécifié que le fait de refuser à une femme d'accéder à la terre constitue une violence économique passible de peine d'emprisonnement. Autre modification sur le plan pénal, la loi prend en compte le viol entre conjoints, ce qui signifie que l'auteur du viol peut être sanctionné, sauf que les peines sont amoindries par rapport à celles qui sont prévues lorsque le viol est commis entre deux personnes qui ne sont pas liées par le mariage. Santé à présent, la direction régionale de la santé Lomé commune a enregistré un faible taux de participation lors du premier tour des journées de la santé de l'enfant. Pour corriger le tir, afin d'avoir une meilleure réussite lors du deuxième tour qui commence demain 13 juillet, la direction régionale a organisé une réunion d'information, de sensibilisation et de mobilisation. Il faut noter que durant ces journées, des paquets de services et de soins préventifs seront offerts gratuitement aux enfants de 6 mois à 5 ans. Les précisions avec Lélé Koussao et Sonia Aminiko. 56% de la supplémentation de la vitamine A administrée aux enfants de 6 mois à 5 ans et 57% du déparasitage à l'albendazole aux enfants de 12 à 59 mois. C'est ce qui ressort du rapport des résultats enregistrés au cours du premier tour des journées de santé de l'enfant 2017 dans la région Lomé commune. Des résultats qui sont en deçà de l'objectif fixé qui était de 90%.
Et pour cause, le faible taux de sensibilisation au niveau de la population et l'absence des équipes de vaccination sur le terrain pour faire les porte-à-porte. Voilà pourquoi cette rencontre est organisée pour mobiliser davantage les autorités et les leaders d'opinion. Rien ne vaut la santé. La santé de nos enfants est primordiale. Et c'est nous qui devons éduquer nos mamans et nous-mêmes. Nous avons dans la tête que ce sont les mamans qui amènent les enfants à l'hôpital. Non, l'homme aussi doit décider, cette fois-ci, à encourager, à amener nos enfants pour aller vacciner. Les attentes à la fin des 4 jours d'intervention, c'est que les objectifs assignés soient atteints. Les 90% pour la supplémentation en vitamine A, 90% pour le déparasitage à l'albendazole et au moins 90% pour le rattrapage de vaccination chez les enfants qui sont incomplètement ou non vaccinés. Pour les 4 jours que vont durer les journées de santé de l'enfant, des équipes de vaccination vont être installées dans les formations sanitaires, dans les marchés, lieux publics, mosquées et églises pour offrir un paquet d'activités de soins préventifs. Au total, 104 équipes de vaccination fixes, 146 en poste avancé et 28 en poste mobile seront déployées pour atteindre 208 534 enfants de moins de 5 ans. Et parlons toujours des enfants. Le Bénin, à l'instar des autres pays du monde comme le Togo, a mis en place des instruments et adhéré à des mécanismes juridiques de protection de l'enfance. Et l'ensemble de ces instruments est censé assurer un environnement protecteur des droits reconnus à l'enfant dans la société. Mais force est de constater que ce code de l'enfant peine à être appliqué au Bénin. Regardez. La protection juridique des enfants, le Bénin a adopté courant janvier 2015 son code de l'enfant. Ce code a intégré la Convention des droits de l'enfant du 20 novembre 1989. Il comporte plusieurs dispositions phares et principes directeurs de l'enfance dont l'éducation, la responsabilité des parents, l'accompagnement de l'État, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit à la vie et au développement de l'enfant, le droit à la non-discrimination. Plus de 2 ans après son entrée en vigueur, de nombreux experts estiment que son application peine à être effective. Pour nous magistrats, son application ne pose pas de problème, puisque la loi, dès qu'elle est votée et promulguée, son application s'impose à nous. Maintenant, comme je le disais tantôt, le contenu de ce code, c'est des droits positifs. Des droits qui appellent à ce que l'État, pour son application, mette la main à la poche. Le Code de l'enfant comporte 409 articles et a recensé les infractions courantes qui sont commises sur les enfants. Cependant, le secteur de l'enseignement est davantage touché par les violences faites aux enfants. Elles se manifestent par la recrudescence des châtiments corporels à l'école et les abus sexuels en milieu scolaire. Toutes choses qui soulèvent le problème de la vulgarisation de ce code. Au niveau de la coalition, nous sommes en train de faire actuellement un travail de sensibilisation, de vulgarisation d'un certain nombre de dispositions du code avec certains acteurs du système que sont la majeure partie des juges d'enfants. Selon les dispositions du code, l'enfant appartient à l'État. Il est non seulement éduqué par ses parents, mais aussi en milieu scolaire et dans la société. De nombreux experts estiment que les autorités doivent se préoccuper de la mise en application des textes de loi pour la tolérance zéro aux violences faites aux enfants. Plusieurs organisations de la société civile continuent de militer pour la vulgarisation de ce texte de loi afin de renforcer la protection des enfants. Retour en page nationale, précisément à Lomé, où l'association des professionnels des systèmes financiers décentralisés a réuni les cadres des institutions de microfinance pour les outiller sur les meilleures manières de communiquer avec le client. Il s'agit précisément de les amener à équilibrer la gestion de la performance financière et celle sociale. Les précisions avec Tabitha Akapo et Carmen Madji Akapo.
Le secteur de la microfinance dessert aujourd'hui plus de 2 23 000 Togolais et a mobilisé à ce jour 150 milliards de francs CFA. Les crédits octroyés au 31 décembre 2016 s'élèvent à 140 milliards de francs CFA. Mais les recouvrements des crédits constituent l'une des difficultés auxquelles est confronté ce secteur d'activité. Plus de 10% du crédit reste impayé. Face à cette situation, des moyens sont donc mis en œuvre depuis 2 ans pour amener les clients à rembourser leurs crédits. Les cadres des institutions de microfinance reçoivent ici les outils de coaching nécessaires pour une meilleure orientation des clients. Il faut leur enseigner à écouter le client, à prendre en compte ses préoccupations et à rediscuter les échéanciers aux besoins avec les clients. Ça demande d'amener dans le crédit, même si c'est des questions de rentabilité, de suivi des institutions, d'amener un peu l'humain et le social dans la gestion du crédit. Nous avons de sérieux conflits avec certains clients. Donc nous pensons qu'il faut entretenir les institutions sur cette thématique-là et nous ferons beaucoup de groupes. Plus de 7 000 agents sont employés dans le secteur de la microfinance aujourd'hui au Togo. C'est dans cette optique que le Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel FNAP-PP soutient cette initiative. On a observé qu'il y a une carence dans la gestion du recouvrement et la gestion des clients. Donc, cette formation apportera à ces agents des outils nécessaires pour que tout le monde soit satisfait et que les microfinances se portent davantage mieux. L'Association des professionnels des systèmes financiers décentralisés espère que cette formation pourra contribuer à réduire de 10 à 3% le taux de crédit des clients. Je vous l'annonçais en début d'édition, l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair est en visite au Togo. Il est là pour apprécier les opportunités d'investissement qu'offre notre pays. Et vous le voyez sur ces images, il a été reçu par le président de la République, Faure Sozimna Gnassingbé, et avec qui il s'est rendu ce mercredi au port autonome de Lomé pour se faire une idée des potentialités et capacités opérationnelles de notre port. Pour l'ancien Premier ministre britannique, il s'est félicité des efforts du Togo sous le leadership du chef de l'État. Nous écoutons ces propos recueillis par Ramdan Bassina. Je suis très content d'être ici encore à Togo. Je veux faire tout ce que je peux pour aider le développement du pays. J'ai une grande admiration pour le président, pour son équipe, pour tout ce qu'il fait pour le pays. Et je crois qu'il y a un potentiel énorme pour Togo. J'ai vu ce matin le développement du port. C'est un développement de grande importance pour le pays. Et puis aussi, je crois qu'il y a des grandes opportunités maintenant pour l'industrie, pour le développement du pays, pour la réduction de pauvreté. Et je crois que l'avenir pour Togo est un avenir plein des opportunités. Mais il faut travailler, il faut faire beaucoup des réformes, des changements. Et je sais bien qu'il y a l'esprit dans la présidence et dans le pays pour achever ces objectifs et pour développer le pays d'une façon extraordinaire pour changer la vie quotidienne du peuple et pour améliorer la vie des citoyens. Donc, encore, je veux dire que mon institut est tout à fait prêt à aider le développement du pays dans n'importe quelle façon que nous pouvons. Nous avons un grand désir d'être des partenaires pour le président et pour le programme, le plan pour changer le pays pour le meilleur. Voilà donc les appréciations de l'ancien Premier ministre britannique, les appréciations du Togo. Nous reviendrons en détail sur sa visite avec le chef de l'État au port autonome de Lomé dans nos prochaines éditions.
20 milliards de francs CFA, c'est le montant octroyé par la BOAD à Orabank Côte d'Ivoire hier. La moitié du prêt servira au refinancement des PME pourvoyeuses d'emploi et l'autre moitié permettra de consolider les fonds propres de Orabank Côte d'Ivoire. Les précisions avec Kwasi Glé et Edem Soussoupa. Troisième opération de financement entre la BOAD et Orabank Côte d'Ivoire. Cette institution bancaire vient de recevoir 20 milliards de francs CFA sous forme de prêt. La première moitié, un prêt subordonné, permettra à Orabank Côte d'Ivoire de consolider ses fonds propres. Ceci dans le but d'accroître sa capacité d'intervention dans la sous-région. Un appui qui permettra également à l'établissement d'anticiper le respect du nouveau dispositif prudentiel qui entrera en vigueur le 1er janvier 2018 dans l'espace UEMOA. La seconde moitié servira au refinancement des petites et moyennes entreprises. Nous venons de signer une convention qui est constituée de deux parties. Une première convention qui consiste au prêt que la BOAD nous accorde, de ce qu'on appelle dans notre jargon un prêt subordonné. Ça, c'est destiné à renforcer notre fonds propre et à financer le développement de notre banque dans les années qui viennent. La deuxième partie, on appelle ça une ligne de refinancement. C'est de l'argent que la BOAD met à notre disposition, que nous allons reprêter aux PME-PMI. Aujourd'hui, les véritables gisements de croissance dans nos pays, ce sont les PME-PMI. Ces contrats confirment la bonne tenue de la coopération entre la BOAD et Orabank Côte d'Ivoire, et ce, depuis 5 ans. La mise en place de ces deux concours en faveur d'Orabank Côte d'Ivoire est intervenue après une évaluation rigoureuse de l'institution qui a mis en évidence, entre autres, une activité en progression, aussi bien en termes d'emploi que de ressources, et une situation financière satisfaisante dans un environnement bancaire très concurrentiel. Les deux conventions signées ce jour matérialisent l'engagement de la BOAD à soutenir le programme national de développement 2016-2020 de la Côte d'Ivoire, dont la table ronde des bailleurs de fonds s'est tenue à Paris en 2016. En effet, elle porte la contribution de la BOAD à environ 152,5 milliards de francs CFA pour un objectif de financement retenu de 350 milliards sur la période quinquennale, soit déjà 43,5%. La ligne de refinancement de 10 milliards de francs CFA s'inscrit dans le programme initié par la BOAD et son partenaire allemand KfW. Elle entend soutenir les PME par le canal des banques commerciales. Des PME qui constituent la base du tissu économique dans l'espace sous-régional. Le prix volontaire de l'année 2017 est lancé depuis hier à Lomé. C'est une initiative de l'Agence nationale du volontariat au Togo qui veut récompenser les volontaires nationaux et internationaux dans notre pays qui se sont illustrés par leur action civique et leur engagement pendant les 4 dernières années et de façon ininterrompue. Les précisions avec Tabitha Akako et Carmen Madji Akako. Le compte à rebours a commencé pour la 2e édition du prix du meilleur volontaire de l'année. Un concours organisé par l'Agence nationale de volontariat au Togo pour mettre en exergue le rôle que jouent les volontaires dans le développement du Togo. Les volontaires en mission dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'animation sociale, de l'environnement, de l'agriculture, de la justice et de l'équité genre peuvent participer à ce concours. Ce concours permettra de dire au public aussi que les volontaires contribuent à l'atteinte des objectifs de développement du pays et font un travail extraordinaire qui n'est pas connu et montrer ça au grand public. La particularité, c'est que la première édition l'année dernière était exclusivement réservée aux volontaires nationaux des 4 premières vagues. Donc cette année, c'est ouvert à toutes les vagues. Et les missions sur lesquelles on doit évaluer ou primer les volontaires sont les missions qui sont plus en lien avec les ODD. Le concours cette année s'est élargi aux volontaires internationaux en mission sur le territoire togolais. Une décision qui réjouit la représentation de France Volontaire au Togo. Vous avez une forte présence de volontaires internationaux au Togo, que ce soit au niveau de France Volontaire, du corps de la paix, les VENU. Sont tous des corps de volontariat qui interviennent ici sur toutes les actions de développement à la base. Donc ça nous a paru important que ces volontaires-là soient aussi reconnus et connus dans ce qu'ils font à travers le Togo. Le concours Prix du meilleur volontaire 2017
va primer le 5 décembre prochain 5 volontaires de différents domaines pour leur contribution à l'atteinte des objectifs de développement durable ODD. Les volontaires éligibles ont jusqu'au 19 août prochain pour le dépôt des candidatures. Et je vous rappelle une fois encore ce communiqué sur une invitation de son Excellence M. Faure Essozimna Gnazingbe, président de la République togolaise, son Excellence M. Ali Bongo Edimba, président de la République du Gabon, effectue une visite d'amitié et de travail dans notre pays demain jeudi 13 juillet 2017. En vue de saluer son Excellence Monsieur le Président de la République du Gabon à son arrivée, le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales invite les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, les députés présents à Lomé, les membres du corps diplomatique à se rendre à l'aéroport international général Gnazingbe et Yadema de Lomé. La mise en place sera terminée demain jeudi 13 juillet 2017 à 10h30. Et puis pour terminer, je vous rappelle l'actualité du jour, c'est cette visite du chef de l'État Faure Essozimna Gnazingbe et de l'ancien Premier ministre Tony Blair au port autonome de Lomé. Le Tony Blair qui est en visite depuis hier au Togo pour apprécier les opportunités d'investissement qu'offre notre pays. Et cette visite conjointe avec le chef de l'État au port autonome de Lomé lui a permis de se faire une idée des potentialités et des capacités opérationnelles de notre port. Et après cette visite, l'ancien Premier ministre britannique s'est félicité des efforts du Togo sous le leadership du chef de l'État. Nous reviendrons sur cette visite conjointe du chef de l'État et de l'ancien Premier ministre britannique au port autonome de Lomé dans nos prochaines éditions. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. À 22h30, vous serez en compagnie de Edem Sousoupo pour la dernière édition du journal. Au revoir.